Alors bonsoir, moi c'est Pierre Baudet. J'enseigne ici à l'École de développement international et je pense que, comme vous le savez, on a édité ce livre, Enjeux et défis du développement international, qui fait un panorama, n'est-ce pas, des grands thèmes là, qui nous intéressent dans nos cours. Alors, un des thèmes qui est important, là, c'est qui fait du développement international? C'est qui les acteurs, autrement dit? Et là, ces dernières années, ça a quand même beaucoup changé à ce niveau-là, dans le sens que de plus en plus, c'est des organisations populaires, c'est des mouvements populaires, des fois ils s'appellent des mouvements sociaux, n'est-ce pas, qui sont les acteurs du développement. C'est pour ça que j'ai demandé à Charmaine Lévy, qui est professeure à l'Université du Québec en Outaouais, d'écrire un chapitre qui est fort intéressant, qui s'appelle « Entre contestation et conformité ». Les mouvements sociaux et les ONG du Sud et le développement. Alors donc, Charmaine, la question c'est, peut-être que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que tu essaies de développer dans ton chapitre, comment les mouvements populaires et les organisations populaires communautaires, dans toute leur diversité dans le Sud, comment ils se retrouvent au cœur du développement. Bon, d'abord parce qu'il y a une certaine représentativité, c'est-à-dire les mouvements sociaux sont censés représenter des populations marginalisées, exclues du développement, et ça, en milieu urbain, en milieu rural, on parle des peuples autochtones, des femmes, etc. Ça touche plusieurs thèmes, ça peut toucher les questions de travail, de quartier, etc. Que c'est pas seulement c'est pas seulement à l'échelle très localisée, c'est pas seulement au niveau communautaire, mais ça rejoint, enfin, ce sont des réseaux, des fois à travers une ville ou des régions. Alors l'idée c'est qu'on revendique un certain développement, un développement alternatif, enfin, qui est fait en fonction des intérêts, enfin, des marginalisés, mais pas seulement pour une communauté en particulier, mais pour tout le monde. C'est ça ce qu'on appelle un mouvement social. C'est pas seulement pour une public, une groupe communautaire qui demande de l'eau, qui demande de logement. Mais oui, on demande de l'eau, de logement, mais on demande aussi, après ça, on a un projet de société, que ce soit pour tout le monde, universel. Peux-tu nous mentionner un exemple de ça, là, par exemple, dans les villes brésiliennes? Je pense que tu as beaucoup étudié ça. Dans les villes, il y a le mouvement pour le logement, c'est-à-dire c'est organisé au niveau territorial. Dans chaque quartier, il y a des groupes qui vont revendiquer des unités de logement. Mais revendiquer pour eux-mêmes, mais en général pour des programmes. Et ils vont revendiquer toute la question de droit à la ville, d'une ville en fonction de la grande majorité de la population et pas seulement du 10% des plus riches de la population. D'accord. Et ce que je comprends, c'est que ces mouvements-là, ils font au moins deux choses en même temps. C'est qu'ils revendiquent, ils vont cogner à la porte du gouvernement, ils font des manifestations, ils font des occupations. Puis en même temps, ben, ils changent leur environnement. Oui, on essaie de travailler toute la question vraiment de participation, mais pas de développement participatif dans le sens de la Banque mondiale, mais vraiment à partir du moment qu'on veut que les gens participent, on veut que les gens apprennent, on veut que les gens prennent en main leur communauté, leur vie, pas seulement pour eux-mêmes, mais pour toute la communauté. Alors c'est toute la question de collectivité qui est très forte dans le Sud. On travaille à partir de ça, à partir des réseaux de voisinage, de parenté, etc. Et aussi, comme je dis, de prendre en main, de penser à des projets alternatifs. Et pour ça, souvent, on a recours à des architectes, des urbanistes, des agronomes, etc., dans le cas des mouvements ruraux, pour trouver comme je dis, quelque chose qui est traditionnel dans le sens de la collectivité, mais moderne dans le sens avec des valeurs socialistes, si on veut. OK, on a parlé, pour terminer, on a parlé de ce qui se passe au Sud, mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici, là, par exemple? On va pas aller très loin, là, juste l'autre côté de la rivière à Gatineau, il y a toutes sortes de mouvements communautaires, des coopératives, on s'oppose à certains grands projets de développement. Qu'est-ce qui se passe de ce côté-là? De ce côté-là, ce sont des gens de certaines communautés qui se voient imposer des projets de développement urbain, à but très lucratif, c'est-à-dire que des grands constructeurs qui veulent gagner beaucoup d'argent construisent des grands projets dans des quartiers résidentiels. Alors, il y a les résidents qui s'opposent
parce que ça va avoir un impact sur eux, mais aussi sur le quartier, sur la physionomie du quartier. Et enfin, ça va créer une certaine gentrification, faire que des gens qui n'ont pas les moyens seront les premiers à être obligés à quitter. Alors, encore une fois, on essaie de faire pression sur le gouvernement. C'est sûr, je dirais, ici c'est plus timide. C'est plus timide. Dans les cas que j'étais au Brésil, on a occupé des bâtiments vides abandonnés. Et on a fait ça avec des centaines de familles, des centaines de personnes. C'est dur à voir ça ici. Hein. C'est dur à voir ça ici. Ici, c'est un autre système politique. C'est pas aussi polarisé que dans les pays du Sud. Il n'y a pas cette imposition non plus comme les pays du Sud pour un développement à toute vitesse, à toute croissance. Alors, le fait que c'est plus polarisé dans les pays du Sud, ça fait que la contestation, ce qu'on dit, est plus transgressive. On veut traverser la ligne pour justement attirer l'attention parce que les mouvements sociaux n'ont pas beaucoup de pouvoir. Et la façon de faire pression, c'est de traverser cette ligne, de transgresser la loi. Je sais qu'il y a des jeunes du Canada, du Québec qui sont allés au Brésil et qui ont été avec le MST, le mouvement des sans-terre, et aussi, je pense, les groupes qui occupent des logements en ville. Donc, on a un peu un accès à ça. Là. Il faut que ça soit organisé. C'est possible de les visiter, c'est possible de les connaître. C'est possible de les connaître, pas de participer à des occupations, parce que les mouvements sont un peu rythmés. Mais de visiter des occupations, des bâtiments déjà occupés, de visiter des occupations de sans-terre en milieu rural, là, c'est tout à fait possible. Puis il y a un travail un peu d'éducation qui se fait dans ces campements-là. On peut participer à ça. On peut aider à la construction. En tout cas, il y a un certain nombre de travaux communautaires qu'on peut faire là-bas avec ces mouvements-là. Puis on apprend beaucoup à travers ça. Aussi avec les coopératives du mouvement des sans-terre aussi. Le milieu, c'est pas seulement d'occuper, mais c'est de produire, c'est de contribuer à un autre modèle durable d'agriculture. D'accord. Bon, ben alors, merci beaucoup, Charmaine. C'est moi qui vous remercie. Les étudiants sont encouragés à lire son excellent chapitre dans l'ouvrage en question.